Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique, le monde est clos et le désir infini. C'est le titre du nouvel essai que publie cette semaine l'économiste Daniel Cohen chez Albin Michel. Au cœur du livre, une question: qu'allons-nous devenir si la croissance économique se tarit, voire disparaît? Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Vous partez d'un constat fondamental: la croissance des revenus, plus que la richesse elle-même, compte aux yeux des êtres humains que nous sommes. On désire toujours plus que ce que l'on a parce qu'on se compare aux autres. C'est une règle fondamentale? C'est une règle fondamentale, c'est un peu une règle universelle, c'est-à-dire que les humains ont cette capacité par rapport aux autres espèces, notamment aux autres mammifères, de s'adapter en transformant rapidement toute chose qui se répète en état normal, pour ne plus être sensible qu'à la nouveauté. Donc la richesse, devenant un état, devient normal, et c'est la croissance, c'est-à-dire la possibilité de s'arracher à cet état normal qui compte. À ça s'ajoute évidemment que dans les sociétés démocratiques où nous vivons, la comparaison à autrui devient une règle. Dans les sociétés hiérarchiques, on ne se compare pas à son seigneur, on ne se compare pas à des gens qui ne sont pas de la même condition que soi-même. Dans la société démocratique, c'est évidemment une bonne chose. Toute comparaison est légitime. Il n'y a pas de raison que monsieur X gagne plus que moi. En tout cas, c'est ce que chacun peut se dire. Et par rapport à ça, la croissance fonctionne un peu comme une manière de donner à chacun l'illusion qui s'élève au-dessus de sa condition, qui fait mieux que ce qu'il était ou ce qu'étaient les autres, même si au bout du compte, elle doit toujours être reprise, parce qu'en effet, on se rend compte que les autres ont fait aussi, en moyenne, le même chemin que soi-même. Donc oui, dans les sociétés démocratiques, peut-être davantage que dans les autres sociétés, la croissance, on va dire, est le carburant de la société. Et donc, si la croissance tend à ralentir, voire à stagner, comme vous le montrez dans votre ouvrage, une tendance qui en fait démarré depuis la double crise pétrolière, de manière un peu insidieuse, mais qui éclate au grand jour aujourd'hui, peut-être, ça veut dire que nos sociétés n'ont plus de perspective d'avenir? Alors, si la croissance devait se tarir totalement, alors en effet, pour les sociétés démocratiques que nous sommes, ce serait un véritable problème. Ça voudrait dire, si vous reprenez cette métaphore de la comparaison à autrui, que la société deviendrait un jeu à somme nulle. Quelle que soit la richesse, plus ou moins, relativement aux autres, j'ai plus ou moins, et au fond, les conflits sociaux deviendraient très tendus. Donc, on a besoin de croissance, et si elle se tarit, les choses deviennent plus compliquées à gérer socialement. Maintenant, le paradoxe central, c'est que on parle de ralentissement de la croissance parce que c'est un fait. Depuis les années 80, en France, la croissance est passée de 3 à 2 à 1 à 0,5. Comme on sait, aux États-Unis, le pouvoir d'achat de 90% des ménages a stagné, c'est quand même assez extraordinaire en 30 ans. Mais le paradoxe central, à mes yeux, en tout cas c'est ce que je développe dans ce livre, c'est moins le niveau de croissance que ce paradoxe central qui est que la nature de la croissance a changé dans la mesure où nous sommes dans une révolution technologique tout à fait inouïe. Les choses ne ressemblent plus, regardez ce studio de radio, à ce qu'elles étaient il y a 30 ans, où il fallait attendre devant son téléphone des heures si on espérait un appel important. Là, on est dans une mobilité, dans une fluidité incroyable. Beaucoup de choses ont changé et la croissance n'est pas au rendez-vous. Contrairement aux deux révolutions industrielles précédentes et agricoles. Voilà, exactement. Donc c'est ça le cœur pour moi de la question. Nous avons une révolution industrielle, une révolution technologique, on va dire, époustouflante, sans croissance, ou avec un filet de croissance faible, on va dire, à ce jour. Et il faut comprendre pourquoi, et je pense que en tirant le fil de ce pourquoi, on va au cœur, au-delà de ce dont on vient de parler sur la croissance, qui est un peu le carburant des sociétés démocratiques, on va au cœur de la grande angoisse du monde contemporain, la peur des technologies. Alors pourquoi cette révolution numérique sans croissance? Alors pourquoi cette révolution numérique peine à créer de la croissance, voire dans la décennie actuelle n'en crée pas du tout? Eh bien, je crois que c'est très simple, c'est que le numérique aujourd'hui, ça peut changer dans les temps à venir, tend à remplacer les humains. Les logiciels, leur fonction principale, c'est de numériser les emplois et donc de faire le job à la place de ceux qui le faisaient auparavant. C'est très différent de ce qui s'est passé au XXe siècle. La révolution électrique, elle a permis de concevoir le travail à la chaîne. On pense au film de Charlie Chaplin. Ça a permis de rendre le travail humain plus productif. Il y a eu... Et moins pénible. C'était pénible. Mais il y avait
au prix peut-être, au contraire, de cette pénibilité, mais ça a permis ce que les économistes appellent une complémentarité entre les technologies et le travail. Les deux, voilà, c'est comme le café et le sucre. Les deux font un bon beuvage. Là, il y a une substitution. Et là, on est dans un phénomène de substitution. Principalement, il y a des complémentarités. Nous, ici, il y a de la complémentarité. Tout en haut, il y a de la complémentarité. Mais au milieu de la distribution des revenus, pour une grande majorité de gens, il y a une menace de substitution. Selon une étude très célèbre qui a été ressassée plusieurs fois, mais qui fait un peu autorité, de Benedict et Osborne, presque 50%, ils disent 47%, des emplois sont potentiellement menacés de numérisation. Un de mes élèves informaticiens que je cite souvent, à qui je parlais de mon livre, me résumait ça de manière très simple suivant. Il disait, pour nous les informaticiens, le mantra c'est, si tu fais 2 fois de suite le même job, 2 jours de suite le même job, pense au logiciel qui le fera à ta place le 3e jour. Il y a ce problème de révolution numérique qui ne crée pas de croissance, Daniel Cohen. Il y a aussi, pour faire écho au titre de l'ouvrage, Le monde est clos et le désir infini, cette croissance qui, même si elle est faible, bute désormais sur les limites physiques de la planète. C'est-à-dire qu'on s'achemine vers un chaos si rien n'est fait pour enrayer, puisqu'on s'achemine vers la COP 21 prochainement en France, sur la consommation qui est faite de nos ressources. Voilà, donc on a une limite intérieure, c'est celle dont on vient de parler. Il y a le numérique tend à se substituer au travail humain et donc une espèce d'angoisse existentielle qui envahit la communauté des travailleurs. C'est-à-dire, vous vous rendez compte ce que peur ça veut du dire déclassement pour les classes moyennes. Se dire que dès que mon travail se répète, il est menacé, c'est terrible. C'est une injonction insoutenable. Enfin, les psychanalystes vous expliqueront que la répétition, la névrose obsessionnelle, c'est trouver des protections contre les agressions du monde extérieur en répétant les choses. Là, on est à nu, il y a une souffrance psychique. Le psychanalyste Pierre Legendre dit on vit au-dessus de nos moyens psychiques. Pour venir à votre question, on vit aussi au-dessus de nos moyens écologiques. C'est-à-dire qu'on sait que pour éviter que le réchauffement climatique dépasse les 2 degrés par rapport à l'âge pré-industriel, il faudrait réduire de moitié nos émissions de CO2 à l'échelle de la planète, sachant que si le rythme de croissance mondiale se continue, on aura une multiplication par 4 ou par 3 du PIB. Ça veut dire que l'effort à accomplir pour atteindre ces objectifs est tout à fait considérable. Est-ce qu'on y arrivera ? Je pense que c'est une question presque anthropologique et on ramène à cette question dont on parlait tout au début. C'est-à-dire si la société a besoin de croissance, comment lui expliquer qu'il faut faire un effort de réduction ? C'est une nouvelle révolution technologique qu'il faudrait très vite. Alors on l'aura peut-être, mais c'est surtout un changement de cadre. Et le titre, en effet, Le monde est clos et le désir infini, vient en miroir du titre dont il s'inspire, d'un ouvrage publié dans les années 60, qui décrivait la transformation qu'a produite au XVIIe siècle la révolution scientifique. Le titre d'un philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Koyré, c'était Du monde clos à l'univers infini. Avec Galilée et Newton, on a compris que l'univers était infini et sans doute qu'il était vide. Aujourd'hui, on doit faire un exercice exactement inverse. Moi, ce que je pense, c'est que on ne peut pas empêcher quelqu'un d'anxieux, de dépressif, de fumer. On peut pas lui dire c'est bien pour ta santé. Il faut d'abord le rassurer. Il faut qu'il retrouve confiance en lui. Je pense que pour nos sociétés, atteindre les objectifs nécessaires pour éviter le réchauffement climatique exige préalablement, peut-être de manière concomitante, on va dire, un travail de la société sur elle-même pour enlever aux gens cette peur nouvelle d'être déclassés, en effet, par la révolution numérique. Notamment en France. Merci Daniel Cohen. Le monde est clos et le désir infini, c'est publié chez Albin Michel. Vous étiez ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique.